Bonjour et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique, présentée par Pierre Gaffier. Bonsoir Denis Arcan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à l'antenne de Fréquence Protestante dans l'émission Oblique pour parler de votre nouveau film, La chute de l'Empire américain, qui sort le 20 février. On va parler de ce film évidemment. En deuxième partie, on fera une sorte de masterclass rétrospective autour de quelques extraits qui ont amené à la chute, puisque avant la chute, il y a eu le déclin de l'Empire américain. Il y a eu les invasions barbares, il y a eu Jésus de Montréal et d'autres films. La chute de l'Empire américain, est-ce que le mot chute est aussi un hommage à un livre qui vous a beaucoup marqué, celui de Camus, La chute? Eh bien non, je suis un grand admirateur de Camus, mais c'est une référence à un livre d'histoire anglais qui est célébrissime quand on étudie l'histoire, qui s'appelle Le déclin et la chute de l'Empire romain de Gibbon. Et ça date du 18e siècle, mais c'est un texte fondamental dans l'historiographie anglaise. C'est l'équivalent de, disons, l'esprit des lois de Montesquieu en France ou quelque chose comme ça. Alors, vous êtes un homme qui parlait de beaucoup de choses. Dans le déclin de l'Empire américain, on apprenait par exemple à quel point les théories de Karl Marx provenaient sans doute de la culpabilité qu'il éprouvait de tromper sa femme avec la bonne. Dans Jésus de Montréal, on apprenait que Paul Newman avait eu une idée de génie et qui était de mettre son visage sur des pots de vinaigrette, et on conseillait à l'acteur qui jouait Jésus de faire pareil. Dans Les invasions barbares, on apprenait que les malheurs de la Pologne sont la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Et dans La chute de l'Empire américain, votre nouveau film, on apprend que les Américains ont émasculé les banquiers suisses et que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les gens qui avaient de l'argent bien rangé en Suisse et qui maintenant ne peuvent plus être à l'abri du secret bancaire suisse. Où allons-nous? Quelle époque? Donc il faut 30 ans entre un déclin et une chute. Oh, il faut des siècles et des siècles, probablement, si vous parlez en termes d'histoire, mais oui, 30 ans dans ma vie à moi, c'est des siècles, à l'échelle humaine, à l'échelle individuelle. Alors oui, il m'a fallu tout ce temps-là, mais c'était pas tout ça, rien de ça n'était planifié, hélas. J'ai pas été comme Proust et faire d'abord le plan de la recherche du temps perdu et après l'écrire, ce qui est phénoménal. Et je pense que c'est le seul exemple qu'on ait de ça dans la création artistique. Non, moi j'ai d'abord fait un film que j'avais aucune idée, dont j'avais aucune idée du titre, comme toujours. Le film était presque fait, puis je me disais comment on va appeler ça. Et je me suis souvenu de ce livre d'histoire dont je vous parlais. Puis je me suis dit, tiens, appelons ça Le déclin de l'Empire américain. Ça a provoqué un tollé. Les distributeurs voulaient pas en entendre parler. Les producteurs étaient catastrophés. Et surtout à l'époque, c'était la fin de la guerre du Vietnam. Les gens disaient, oh, ça va parler du Vietnam, ça va parler de Wall Street, des crashs, des choses comme ça. Et puis finalement, je leur ai tenu tête, puis au bout de 6 mois, bien sûr, après le succès, ils ont dit, c'était une merveilleuse idée, je crois que c'est moi qui l'ai eu, ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous êtes extrêmement fort pour les titres de vos films. On n'arrive pas en France à lutter. Le déclin de l'Empire américain, c'est à la fois extraordinairement pompeux, mais c'est un coup de poing. Et puis Jésus de Montréal, c'est pareil. Non, Jésus de Montréal, c'était une erreur épouvantable par rapport à la France. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais fait Déclin qui avait été un très gros succès, particulièrement en France, en Italie et en Espagne. En Angleterre, le distributeur l'avait acheté parce qu'il y croyait. Les gens détestaient tellement le film qu'à Londres, les gens demandaient d'être remboursés en disant non, c'est pas possible, je ne verrai pas ça au cinéma, je ne veux pas voir ça, c'est abject, c'est obscène, c'est tout ce qu'on déteste. Et le pauvre distributeur a perdu sa chepise. Mais il croyait en moi, et ce distributeur s'appelait Engels. Et c'était un des petits-fils de Friedrich Engels, comme quoi tout se recoupe. Toujours est-il que j'appelle mon film Jésus de Montréal, on le sort dans la foulée de Cannes, on gagne un prix à Cannes, il est sorti par UGC dans beaucoup de salles, et l'assistance est plus que tiède. Et là, moi je me pose des questions, je me dis, mais pourtant je suis la même personne, je fais les films de la même façon,
Quelle différence? Donc, je demande aux gens du GC s'ils peuvent un peu analyser ou envoyer des gens poser des questions à ceux qui sortent de la salle. Et le public parisien qui sort de la salle n'avait aucun problème avec le film, et même ils adoraient le film. Le problème était que peu de gens y allaient. Et donc, dans ce temps-là, ça veut dire que c'est, entre autres, soit la publicité, soit le titre. Et la même chose s'est produite en Espagne, la même chose s'est produite en Italie. C'était l'inverse du succès du déclin parce qu'on s'est aperçu que dans les pays catholiques, le mot Jésus, ça porte malheur. Ça rappelle les bonnes sœurs, les curés, tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on veut avoir essayé d'abandonner. Inversement, dans les pays protestants, l'Angleterre, la Scandinavie, l'Allemagne, le mot Jésus signifie simplement Jésus, c'est tout. Il n'y a pas d'autre connotation. Et comme dans ces pays-là, dans le pays, c'est pas à vous que je vais apprendre que dans l'univers protestant, c'est la religion de soi au livre, la religion de soi à la tradition qui constitue la base de la foi. Et donc, le mot Jésus ne signifie rien sinon le prophète Jésus. Et le film a été un succès mais colossal dans ces pays-là. Et mon ami Engels, il a recoupé tout son argent. Le film était affiché 1 an à Londres dans son cinéma. Et c'est pour vous dire qu'un titre est vraiment très important. Et cette fois-là, en tout cas, par rapport à la France, par rapport au pays catholique, je m'étais trompé. Je me souviens encore du slogan qu'il y avait en France sur les affiches de Jésus de Montréal, c'était « La pureté est dans l'air ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan qui accompagnait la... Alors nous allons repartir aux sources de la chute, c'est-à-dire le déclin de l'Empire américain. Écoutez. Je me suis toujours demandé, s'il y avait une guerre atomique, est-ce qu'on verrait passer les missiles? Non, il serait trop haut. Mais quand ils commenceraient à descendre? C'est pas les missiles qui vont descendre, c'est seulement les charges. C'est tout petit, ça. Est-ce qu'on verrait les lueurs des explosions aux États-Unis? Si la base de Plattsburgh était touchée, on verrait probablement la boule de feu d'ici. Cette guerre atomique, elle n'a pas eu lieu. C'est une guerre économique qui a eu lieu. Oui. Ouais. Je passe. Les bombes sont tombées sur beaucoup économiquement. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était simplement la presque faillite prévisible du marxisme, si vous voulez. Comme on ne peut pas planifier l'économie, contrairement à ce que pensait Marx, il y a trop de jeunes Russes qui se sont mis à vouloir des jeans, des filles, des bas nylons, des choses comme ça que l'Amérique s'empressait de leur fournir. Et l'Amérique ayant des ressources infinies, s'est armée. Les Russes ont essayé de suivre et à la fin, le régime russe a fait faillite. Est-ce que vous avez eu l'envie ou l'impression a posteriori de jouer les Cassandres avec le déclin de l'Empire américain, de dire ça va arriver, mais si vous écoutez le message de mon film, ça peut être atténué? Ça, ce serait très prétentieux de dire si vous m'écoutez, puis jamais je ferais ça. Mais c'est un des rôles de l'art de dire... D'avertir. Voici ce que je ressens, et généralement, les artistes sentent les choses avant le grand public. C'est les canaris dans la mine de charbon. Donc, faites attention. Faites attention, pas juste à moi, mais à tout le mouvement artistique. Bon, c'est un truisme de dire ça, là, mais si vous lisez la littérature du 18e siècle avec attention, la Révolution s'en vient. Si le roi avait été assez intelligent et la noblesse avait été assez intelligente pour lire avec attention Voltaire, Diderot, d'Alembert, bon, tout, les encyclopédistes, etc., il faudrait faire des réformes rapidement. Des conseillers du général de Gaulle lui avaient dit « Général, si vous aviez regardé La Chinoise de Jean-Luc Godard, vous auriez compris que mai 68 allait bientôt arriver. » Très juste observation, absolument, bien sûr. Alors, dans la chute de l'Empire américain, on voit quelqu'un qui est mort depuis, c'est Leonard Cohen, oui. Et sa grande fresque. Oui, ben c'est parce que je vois ça de ma fenêtre. Ah.
C'est chaque matin quand je me lève, je prends mon café en compagnie de Léonard Cohen, que j'ai brièvement connu, qui était un peu plus vieux que moi, mais on s'est connus à Montréal quand il était très jeune, et moi aussi. Et vous savez qu'il a écrit un album qui s'appelle The Future, oui. Et le refrain, c'était « Le futur, c'est le meurtre ». Ah oui, oui. On va écouter un premier extrait de La chute de l'Empire américain. Maître Taschereau, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux? C'est une expression galvaudée par les médias. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Oui? C'est le vice-président de la Caisse qui veut vous parler. Je vais le rappeler. Je vous remercie. Si quelqu'un, disons, héritait d'une somme d'argent très importante, pourrait-il utiliser vos services pour investir à l'étranger? Dans le respect absolu des lois, oui, évidemment. Mais les lois varient selon les pays. J'utilise souvent un exemple simple. Si, par hasard, pour une raison ou pour une autre, vous décidiez de battre votre femme, ici, vous risqueriez des ennuis sérieux. Mais si vous la persuadiez de vous accompagner dans un beau voyage au Pakistan, là-bas, vous pourriez la battre comme du blé. Vous ne feriez qu'exercer un privilège que vous reconnaîtrez la loi islamique. La même chose dans le monde financier. Vous savez, l'univers de l'argent est infiniment vaste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. Simplement ici, à Montréal, les familles d'à peu près tous les dictateurs africains investissent massivement dans l'immobilier. Itno, Nguesso, Bongo, Compaoré sont tous ici. Et il n'y a aucune loi fédérale pour prévenir ça. J'espère que vous n'êtes pas raciste. Le Canada est une terre d'accueil, comme le dit notre bon premier ministre. Alors, La chute de l'Empire américain, les extraits qu'on va écouter là pendant 20 minutes ne sont pas dans l'ordre chronologique. Je vais revenir à celui-là, mais précisons quand même l'histoire. C'est un choc de contraire, comme beaucoup dans vos films. C'est l'histoire de Pierre-Paul. Alors, je suis sûr qu'il y a une allusion religieuse qui n'échappe à personne. Il est chauffeur, ce Pierre-Paul, après avoir eu un doctorat en philosophie. Comme beaucoup, d'ailleurs, de personnages dans vos films, ce sont des gens qui ont dû en rabattre sur leurs ambitions et qui se sont fondus dans un univers social. Et puis un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne au meurtre, et il se retrouve tout d'un coup avec une quantité d'argent incroyable, et évidemment au début c'est la jouissance, c'est le plaisir, mais c'est aussi très vite le tracas. Ça c'est le pitch du film. Revenons sur cet extrait avec Pierre Curzi. Il s'appelle Maître Wilbrod Taschereau. Je sais que vous avez une propension souvent à faire des petites blagues sur les noms de famille. Alors là, j'ai passé des heures et des heures sur la coupe de cheveux du personnage, sur le nom de famille, mais j'y suis pas arrivé. Donc il représente tous les banquiers. Oui, et en plus, c'est le nom d'un ancien premier ministre du Québec et d'un cardinal. Le cardinal Taschereau était le primat de l'Église catholique au Québec. Mais comment faites-vous pour n'avoir jamais eu de procès? Je sais pas. Tout le monde fait attention. Parce que quand même, il y a longtemps, c'était quand même pas le premier ministre récent. Là. Alors, non, j'ai été chanceux jusqu'ici. J'avais pas eu de procès. Dans Jésus de Montréal, je me souviens qu'on fait de la promo pour les mémoires de Pierre Elliott Trudeau. Oui. Alors, dans cet extrait qu'on voit, évidemment, on est partagé entre rire et pleurs, oui, d'une certaine manière. Vous filmez le Mont-Royal presque comme avec cette lumière rouge dans le film, comme une sorte d'univers de perdition. On a l'impression que c'est les lumières de l'enfer, en fait. Que tout ce qui était romantique dans Jésus de Montréal est devenu presque tragique. Oui, c'est possible. Je sais pas, ça dépend de... La manière dont on filme dépend du sujet, dépend de... où on est rendu dans l'histoire, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut transporter. On peut filmer les choses de façon différente. Ça dépend. La manière dont vous filmez cette personne, cette personne qui gère l'argent du monde et qui trouve qu'il y en a beaucoup, visuellement c'est très fort parce que il est dos à sa fenêtre et vous le filmez frontalement. On dirait presque un mur infranchissable en fait. Cet homme-là, il représente quelque chose que l'on ne peut pas contrer. Oui, en tout cas, c'est surtout que la plupart des gens ne connaissent rien à l'argent, pour vrai, le vrai argent. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'on ne l'enseigne jamais, parce qu'on n'explique jamais.
Et en plus, c'est un aspect aussi dont je voulais parler dans le film, puis que j'ai été contraint d'éviter parce que c'était trop long. L'argent a un langage à lui que peu de gens comprennent. Il y a un vocabulaire de l'argent que les gens ne comprennent pas. Si on vous dit qu'on va prendre une position défensive sur le yen, ça veut dire quoi exactement? Et il y a des gens qui comprennent ça, des brokers qui se parlent entre eux, des traders et tout ça. C'est comme s'ils parlaient chinois, même si vous parlez la même langue qu'eux. Et les communs des mortels se sentent toujours angoissés, perdus dans ce monde-là. Et là, dans le cas de ce film-ci, je voulais juste entrouvrir un petit peu une porte pour dire, voilà, il y a, là, il y a un univers que vous ne soupçonnez pas, mais qui existe, des milliards de milliards de milliards. L'argent des armes, l'argent des pays souverains, des pays obscurs. L'argent du sport. L'argent du sport, bien sûr. Quand les Panama Papers, parce que les Panama Papers, c'est une toute petite... La porte est entrouverte un tout petit peu, et là, tout d'un coup, les gens disent, mais mon Dieu, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais... pourquoi vous pensez que les champions de tennis habitent tous Monte-Carlo, et ainsi de suite. Et ça, en plus, c'est même pas de l'argent criminel, parce qu'il y a aussi plein d'argent dit légal. C'est simplement que les gens veulent éviter de payer de l'impôt. Et donc, la stratégie est toujours la même, de l'envoyer dans des endroits où la fiscalité est, disons, clémente. Vous pensez toujours, comme vous l'avez dit il y a quelques années, que ce serait aux philosophes aujourd'hui de susciter une utopie plausible? Bien entendu, c'est le grand problème qui nous occupe. Pendant très longtemps, l'utopie, en tout cas depuis le 19e siècle jusqu'au milieu, à la fin du 20e, la grande utopie, c'était le marxisme. C'était le socialisme, la société sans classe, la société où chaque homme serait rémunéré selon son mérite ou surtout selon ses besoins. Et on a cru à ça longtemps, et ça illuminait le ciel de tous ceux qui avaient de l'espoir. Maintenant, c'est complètement, à moins d'être complètement obtus, vous ne pouvez plus croire à ça. Toutes les expérimentations ont été faites et elles sont toutes catastrophiques et elles mènent au goulag ou à la dictature de l'armée rouge en Chine. Bon, alors là, on va où et on fait quoi? Et il n'y a pas de réponse. Personne. Et c'est ça la faillite de tous les partis de gauche. Les partis de gauche, aussi bien canadiens qu'américains, que français. Il n'y a aucune solution proposée par personne. Je veux dire, une vraie solution avec une construction complète de ce que devrait être une société idéale. Bon. Alors là, il y a une espèce de trouble qui s'installe, et donc qu'on voit tous les jours, qu'on voit, je pense, ici, avec vos merveilleux gilets jaunes, qu'on voit dans le Brexit, qu'on voit dans l'élection de Donald Trump. C'est pas l'extrême droite américaine qui a voté pour Donald Trump. C'est des gens, c'est paumé, c'est des gens qui ont perdu leurs usines, qui ont été délocalisés. C'est des régions entières des États-Unis qui sont d'une pauvreté incroyable, avec des écarts entre les riches et les pauvres qui sont obscènes. Et c'est tout ça, on sent confusément cette espèce de grouillement des foules qui ne savent pas où aller. Quand vous les questionnez, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que c'est si embêtant pour les pouvoirs en place, parce qu'il n'y en a pas de réponse. Les gens disent juste, ça peut pas continuer comme ça. Mais où on va, on ne sait pas. Martin Scorsese n'a pas fait d'interview promo sur Le Loup de Wall Street parce qu'il s'est rendu compte que le message qu'il essayait de faire passer dans le film était compris à l'envers par les Américains. Oui, c'est un idéal. Que ce qu'il condamnait à travers le personnage, les gens prenaient ça au contraire pour argent comptant. Oui, c'est ça. Dans la colline du Mont-Royal, on voit un veau d'or. Oui, il y a ça un peu. Oui, bien sûr. Oui. L'adoration du veau d'or. Règle absolue. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements. Tu continues à aller travailler comme avant. Tu t'achètes pas de voiture. Tu changes absolument rien. Comprends-tu ça? Je comprends. Ouais. Ça, c'est l'argent au complet, là? Presque. Il en manque combien?
Ben, j'en ai mis un peu dans un tiroir à la maison. T'en as dépensé? Ben, je suis allé sur un site d'escorte comme ça, par hasard. Là. Ben oui. Et puis, il y avait une fille qui avait pris le nom d'une amie de Socrate. Elle avait aussi mis une citation de Bajazet de Racine. J'ai trouvé ça irrésistible. Fallait pas. Ouais, je sais. Les détectives l'ont rencontrée en arrivant. Ils la connaissaient. Ils ont dit qu'elle était trop chère pour moi. Ben, c'est ça qu'ils ont dit. Oh boy. Ça change quoi? La police, quand elle saisit de l'argent, là, elle fait quoi avec, tu penses? Je sais pas. Ils la remettent au gouvernement? La moitié. L'autre moitié reste dans le service de police. Ils se financent en partie avec ça. La police cherche toujours, d'abord, l'argent. Non, cette femme-là, faut plus que tu la revoies. Non, je suis obligé de la revoir. Faut que je la revoie. Je leur ai dit que j'étais son ami. C'était mon alibi. Coris. Alexandre Landry et Rémi Girard, dans un second extrait de la chute de l'Empire américain. Alors, ce personnage s'appelle The Brain. Oui, le cerveau. Le cerveau. On a l'impression, un peu les hommes étant tellement perdus, on a l'impression que ce personnage donc de malfaiteur qui a fait de la prison, qui est revenu sur les bancs d'université pour apprendre à formaliser à peu près légalement ce qu'il veut faire, on a l'impression que c'est presque un père de substitution au jeune homme. Oui, vous avez peut-être raison. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est oui, vous avez raison, c'est vrai. Absolument. D'abord, on voit pas le vrai père biologique parce que il vient de la campagne. Ils habitent une région du Québec un peu éloignée de Montréal. Ça, il explique ça et il explique qu'il a quitté sa famille depuis longtemps pour venir étudier à Montréal et donc probablement qu'il revoit presque jamais son père. Et ce personnage-là, qui a existé. J'ai une copine qui suivait des cours de marketing, le marketing Internet. Elle est dans une classe, c'est rempli de jeunes futurs PDG, ils sont tous bien habillés, ils ont tous des ordinateurs. Il y a un type un peu costaud, un peu balèze, aux cheveux gris, qui est à côté d'elle, et elle a l'impression qu'elle le connaît. Et elle sait pas où elle l'a vu, et tout d'un coup, ça la frappe, elle a vu sa photo dans le journal, et elle a été condamnée à 8 ans de prison pour avoir blanchi l'argent des motards. Les motards font le commerce de l'argent, le commerce des drogues à Montréal, c'est énorme. Par section de la ville, c'est 3-4 millions par mois, millions de dollars. Donc, au total de la ville, ça doit faire 10-12 millions par mois. Donc, c'est énorme et il faut blanchir cet argent-là d'une manière ou d'une autre. C'est lourd. En plus, l'argent de la drogue, c'est des petits montants. C'est des gens qui viennent se payer un fixe d'héroïne ou de cocaïne. Donc, c'est beaucoup de billets. Et donc, lui, ce garçon-là, ce monsieur-là, il a demandé, il a été incarcéré, et puis il a demandé la permission au ministre de la Justice. Puis, j'allais à l'université suivre des cours. Le ministre de la Justice a dit oui. Et c'est contrairement dans mon film, il y a un petit transport organisé qui l'amène à l'université, puis je voulais que les spectateurs comprennent rapidement qu'il était en prison. Mais en fait, dans la vraie vie, on le laissait sortir, il prenait le bus, il descendait en ville, il allait suivre ses cours, et revenait fidèlement à 4 heures dans l'après-midi dans sa cellule. Là. Parce que, comme a dit le directeur de la prison, ces gens-là sont nos meilleurs clients. Ce qui est très beau dans votre cinéma de manière récurrente, c'est qu'il y a la possibilité à un moment que deux mondes se rencontrent, le monde des lettrés, des philosophes, des intellectuels, et le monde du corps, le monde du réel. Et je me souviens du premier plan qui nous avait tant marqué dans le déclin de l'Empire américain, où on voit un roller oui. qui avance lentement. On pense que ça va être lui le début du film, et il disparaît. Et on voit deux personnes qui nous parlent de Milan Kundera, du déclin de l'Empire américain. Et dans la chute, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a ça aussi. C'est que deux mondes opposés, qui souvent ne se rencontrent pas, se parlent. Oui, je pense simplement que c'est dû à ma vie, à moi. Il se trouve que mon père était officier de marine, j'ai été matelot par exemple pendant mes études, pour aider mon père à payer mes études. Donc pendant l'été, j'étais matelot sur le Saint-Laurent, sur un cargo. Bon, si vous êtes matelot sur un cargo,
vous rencontrez plein de gens, on vous raconte des histoires, c'est un contact très différent de la faculté d'histoire de l'université. Et en plus de ça, j'ai toujours été un maniaque de sport, donc j'ai passé ma vie à jouer au hockey sur glace, au tennis, à plein de choses, au football américain, le football avec l'équipement. Et donc, j'étais en contact toute ma vie. Je faisais mes films, mais le soir, je mettais mon équipement de hockey, j'allais jouer. J'ai joué avec toutes sortes, des camionneurs qui avaient une équipe de camionneurs. Une fois, j'ai joué pendant 1 an avec des policiers qui avaient une équipe de hockey aussi, etc. Donc, j'ai toujours, toute ma vie, été en contact à la fois avec des intellectuels, avec le monde universitaire où j'ai appris le peu que je sais, puis aussi cette espèce de contact-là avec des gens, toutes sortes de gens, toute la société. Et donc, j'ai l'impression que ça s'est toujours vu dans mes films. La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis-Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants. Tu vas me parler des philosophes? Pire. Heidegger était nazi. Jean-Paul Sartre était stalinien. À la fin de sa vie, il chantait les louanges de Pol Pot. Althusser a étranglé sa femme. Aussi lamentable que les politiciens. George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump. 63 millions d'Américains ont voté pour lui. C'est sûr. Les imbéciles adorent les crétins. Donc, il n'y a que des imbéciles partout, c'est ça? Non. Non, il y a des gens très intelligents. Surtout des hommes, j'imagine? Non. Autant de femmes que d'hommes. OK, puis ils sont où, ces gens-là? Isolés. Au bord de la mer. Dans les montagnes. Des fois, dans des appartements en ville. Dans des monastères, dans des laboratoires. Tu liras jamais leur nom dans un journal. Tu les verras jamais à la télé. Ils écrivent pas de blog. Ils ont pas de page Facebook. Ils travaillent comme livreurs et ils sortent avec des caissières de banque divorcées. C'est ça. Dans votre film Sous-estimé, L'âge des ténèbres, on voit un personnage qui rêve sa vie et qui la vie rêvée n'est pas la bonne. Là, ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, c'est une discussion qui est au tout début du film. C'est quasiment la séquence inaugurale où Pierre-Paul. C'est l'ouverture du film. On commence juste par des infos à la radio, puis on bascule vers eux. Elle va le quitter. Parce qu'il vit en dessous de ses rêves et de ses possibilités. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que puis en plus, il juge tout de haut. Il vit dans ses principes, etc. C'est tout. L'univers est mené par des imbéciles, etc. Et tout ça. Nous sommes les seuls, nous, etc. Bon. Et elle en a un peu assez de ça. Elle lui dit, si t'es si brillant, tu devrais faire autre chose, etc. Donc c'est l'amorce du film. Puis l'amorce aussi qui dit, être intelligent, c'est un handicap dans le monde dans lequel on vit. Il y a un livre de Jean-Paul Sartre qu'on voit par terre, je crois, dans le film. Bon, vous avez la dent parfois dure avec certains auteurs, souvent les auteurs qui ont pontifié. J'ai retrouvé un article de vous il y a quelques années où vous disiez que vous ne compreniez pas pourquoi l'intelligentsia française pouvait encore citer et faire confiance à Louis Althusser, qu'on vient d'entendre également, après qu'il ait tué sa femme. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est une histoire compliquée. Puis je vais sonner comme Michel Onfray. Dans la philosophie grecque, dans la philosophie romaine, le métier de philosophe consistait à vivre selon ses théories, c'est-à-dire que c'était l'amour de la sagesse et c'était l'art de savoir comment vivre. Éventuellement, à partir de Descartes et avec tous les Allemands qui ont suivi, la philosophie est devenue une sorte de jeu de l'esprit, une sorte de jeu de la logique, une sorte de jeu abstrait qui n'avait plus de rapport avec votre vie. Et donc là,
on se dit, mais ça sert à quoi cet ensemble de théories si vous n'arrivez pas à si vous avez lu l'archipel du Goulag et que vous ne le croyez pas, et que les signes que vous avez qui viennent du Cambodge, qu'il s'agit d'un génocide absolument monstrueux, vous vous fermez les yeux. Elle sert à quoi, votre philo? Bon, c'est la même chose. Si ce pauvre monsieur Althusser dit voilà comment il faut vivre, et qu'il est un meurtrier, qu'il tue sa propre femme, c'est absolument, on peut pas réconcilier ça avec ce que Socrate, Démocrite, tous les philosophes de l'Antiquité, et d'autres aussi, là, Montaigne, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que vous dites et les actions que vous posez. Sinon, on est en pleine folie. Quand Pierre-Paul dit à sa future ex-compagne, les gens intelligents, ils sont dans les montagnes, est-ce que c'est un topos canadien où il y a beaucoup de montagnes, ou est-ce que c'est une allusion aussi à Jésus de Montréal, où le personnage dit le jour du jugement dernier, enfuyez-vous dans les montagnes. Enfuyez-vous sur les montagnes, oui, c'est ça. Oui, c'est une forme poétique. Il n'y a pas beaucoup de montagnes au Québec, donc oui, c'est une façon de s'exprimer. Une façon surtout de dire que face à ce monde qui nous entoure, je connais des gens isolés au bord de la mer, sur quelques montagnes, mais les montagnes au Québec sont pas très hautes, ou dans des appartements en ville, ou dans des monastères, dans des laboratoires, des gens dont on n'entend jamais parler, qui sont brillantissimes, qui comprennent, auprès de qui il faudrait aller chercher la sagesse, alors que quand j'ouvre ma télé ou que je regarde les journaux ou les magazines, c'est la prédominance du crétin, comme on l'ont écrit deux auteurs italiens. Peter Tosh, le joueur de reggae, disait « La révolution ne sera pas télévisée ». Et je pense qu'il voulait dire que les vrais changements intérieurs ne se joueraient pas dans les médias, mais se joueraient à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Et de toute façon, quand vous étudiez l'histoire, vous savez que ce qui est important en histoire, c'est les mouvements lents. Les mouvements souterrains, qu'on devine à peine, on s'en rend pas compte, et tout d'un coup, ils sont là. Et donc, non, ils seront certainement pas à la télé. Et les historiens même sont assez humbles en disant, nous, on n'est pas capable de les déceler. C'est pour ça que je suis toujours un peu ironique envers les journalistes qui interprètent la réalité, interprètent l'actualité. L'actualité au jour le jour, voilà, c'est ce que ça signifie. Il y a ici des gilets jaunes et la signification, c'est cela. Vous en savez rien. Mais est-ce que vous m'autorisez le droit maintenant d'interpréter votre passé? Ah oui, absolument. Et ce processus vous paraît inévitable? Ah oui, certainement. Même si, comme à toutes les époques, vous trouverez des charlatans pour vous dire que le salut est dans la communication, les microcircuits imprimés, le renouveau religieux, la forme physique, ou dans n'importe quelle autre sottise, le déclin d'une civilisation est aussi inévitable que le vieillissement des individus. Au mieux, on peut espérer retarder un peu le processus. C'est tout. Remarquez que nous, ici, nous avons la chance de vivre en bordure de l'Empire. Les chocs sont beaucoup moins violents. Il faut dire aussi que la période actuelle peut être très agréable à vivre par certains côtés. Et de toute manière, notre fonctionnement mental nous interdit toute autre forme d'expérience. Je ne crois pas qu'il y en aurait beaucoup parmi nous qui pourraient vivre au milieu des puritains de la Nouvelle-Angleterre de 1650. Dominique Saint-Arnaud, je vous remercie beaucoup. Ouais, c'est gai. Ben moi, je suis pas d'accord. Le déclin de l'Empire américain, sorti en 1987, c'est à la fois une crise de la quarantaine pour vous et l'analyse d'une crise de civilisation. Et les deux sont inextricablement mêlés. Oui, c'était ça le défi. Je vivais ma crise de la quarantaine, mon premier divorce. Je suis revenu vivre à Montréal avec presque rien. J'avais aucune perspective de travail. Mais c'est pas juste parler de moi. Ça m'a toujours paru manquer d'intérêt.
Et j'avais envie de lier mon état à l'état de ceux qui m'entouraient, puis ultimement de toute la société. Et paradoxalement, je trouve, un de mes grands maîtres en création, si vous voulez, c'est Marcel Proust. Et ce que je trouve extraordinaire dans Proust, c'est le portrait de son époque. C'est pas juste lui. Parce que les gens insistent toujours sur Proust, parlant de la Madeleine, je me suis couché de bonne heure, ma mère, etc. et tout ça. Mais en même temps, c'est un portrait de la diplomatie française de l'époque. C'est un portrait de la musique. C'est un portrait de la Première Guerre mondiale qui est extraordinaire dans Proust et qu'on met toujours de côté. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mon admiration, c'est pour ça. À la fin de la recherche, on a l'impression qu'on a vu toute l'époque. Est-ce que l'impact de votre œuvre sur les gens, sur les spectateurs, vient pas aussi d'un fait tout simple, c'est que vous êtes un des rares auteurs, réalisateurs. C'est-à-dire beaucoup de cinéastes connus sont des adaptateurs de livres. Vous, quand on voit Le déclin de l'Empire américain ou Jésus de Montréal, si on arrête le film au bout d'une heure, Dieu seul sait où ça va continuer. Alors que quand on regarde Shutter Island ou qu'on regarde Shining, on se doute à peu près. Oui, bien sûr. Écoutez, là, je vais avoir l'air extraordinairement prétentieux et je le regrette, mais pour moi, un vrai cinéaste, c'est quelqu'un qui écrit avec sa caméra. C'est Charlie Chaplin, c'est Buster Keaton, c'est Ingmar Bergman, c'est Fellini, Antonioni. C'est pas des gens qui prennent des romans. Puis les gens veulent toujours me proposer des romans. Dire, vous devriez faire un film avec ça, ou une pièce de théâtre, je sais pas quoi. Non, c'est déjà écrit, c'est déjà là, c'est déjà fait. Ce que je fais, c'est mon truc. C'est mon truc à moi. Et ce que je fais, c'est des films. Je ne prends pas le matériel des autres. Les autres, ils ont cela à dire. Et cela étant dit, je lis plein de choses tout le temps, puis j'ai toujours derrière la tête en me disant, oh mon Dieu, ce serait tellement plus facile si je trouvais un roman qui dirait exactement ce que j'ai envie de dire. Et donc, ce serait facile, j'aurais pas besoin d'écrire un scénario, l'histoire serait toute là, je n'aurais qu'à adapter. C'est facile d'adapter, c'est pas compliqué. Et j'en trouve jamais. J'en ai jamais trouvé de toute ma vie, et j'ai lu toute ma vie. Puis en plus, un bout de temps, j'ai eu un agent à Hollywood, donc il m'envoyait 4 scénarios par semaine qu'il fallait que je lise. Et c'est pas un hasard que j'ai toujours tout refusé en disant oui, non, c'est très bien, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Je veux dire quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est ça, être un cinéaste. À l'époque de la sortie du Déclin, vous avez cité une phrase de François Truffaut dans Positif. Vous disiez que vous vous sentiez un peu comme Truffaut qui disait moi, Truffaut, je ne pourrais pas écrire une séquence où 2 femmes seules sont en train de parler dans une pièce, parce que par définition, je ne suis pas avec elles dans cette pièce-là. Ouais. Et vous dites souvent avec ironie, autorineux, que vous n'avez pas d'imagination, et que vous avez besoin justement d'accumuler les choses, les observations. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a toutes sortes de cinéastes et il y a 1000 façons de faire du cinéma, puis il y en a pas une qui est la bonne. Mais je sais pas si c'est le fait que j'ai fait des études d'histoire, le fait que je sois allé à l'université, à cause de mon tempérament. Il y a une partie de mes films que j'adore faire qui est ma recherche. Et donc, partir et aller à la rencontre des gens. Par exemple, aller à la rencontre du financier que vous citiez tout à l'heure, lui promettre de ne rien révéler d'embarrassant. Et comme il me connaît, que j'ai une bonne réputation, que je ne suis pas journaliste, il commence à se confier à moi. Et là, j'entre dans un univers que je ne connais pas, et c'est passionnant de découvrir ça. Après, vivre avec un commissaire de police pendant un long moment, c'est aussi extraordinaire. Parce que c'est un métier extraordinairement difficile, puis ils sont coincés entre des bandits d'un côté, puis le ministère de la Justice de l'autre, et les prisons de l'autre, et les avocats. C'est pas simple. Et bon, et tout ça, là, ça épaissit un scénario. Et ça donne, en tout cas, j'espère, dans le meilleur des cas, une sorte d'épaisseur de vie. Je vous apprends le monde dans lequel je vis, et ce monde risque de ressembler au vôtre, en tout cas par bien des côtés. Il y a des peintres de la nuit, comme Rembrandt ou Georges de la Tour. Mais il y a très peu de peintres de l'aube. Parce que l'aube, c'est l'heure de la mort.
l'heure de la lumière glauque. Il y a Jéricho. Et surtout le Caravage. Le fabuleux Yves Jacques, dans le déclin de l'Empire américain. La peinture, très peu de nos confrères en parlent, elle est omniprésente dans votre cinéma. C'est-à-dire qu'au début des invasions barbares, il y a une vente aux enchères d'une toile qui s'appelle Sommeil blanc. Oui, qui est chez moi maintenant. Qui est chez vous. Oui, dans mon salon. Et d'ailleurs, est-ce que Sommeil blanc, c'est une allusion à la mort, au coma? Non, en fait, c'est parce qu'elle s'appelle Sommeil blanc et elle était au-dessus de la cheminée de mon scénographe. Et je suis allé chez lui pour parler du film. J'ai dit, on va commencer avec ça. Et elle s'appelait déjà Sommeil blanc et c'est sa femme qui l'avait faite. Sa femme est peintre. Elle est en plus professeure de peinture dans l'École des Beaux-Arts de Montréal. Et je l'ai acheté, c'était déjà là. Parce qu'on est beaucoup, quand on a vu le film, à se dire Sommeil blanc, c'est une métaphore du coma, de la mort dans laquelle... oui, voilà, mais c'est une lecture a posteriori. Je suis pas assez intelligent pour ça. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'énerve toujours beaucoup, c'est quand on ne souligne pas votre mise en scène. Parce que vous êtes un dialoguiste, parce que les personnages de vos films parlent, font beaucoup de discursions verbales. En fait, il y a un travail visuel dans vos films qui est fascinant. Dans Les Invasions barbares, par exemple, cette teinte verte, c'est fondu au noir, c'est fondu au blanc, qui arrive des fois sans crier gare. C'est un travail de peinture. Bien, je suis content que vous le souligniez. Vous êtes une des rares personnes à le faire. Et généralement, quand les gens me demandent pourquoi j'ai pas quitté mon pays et que je suis pas venu travailler soit ici en France, soit à Hollywood, je leur réponds toujours que les gens veulent toujours m'engager comme scénariste, jamais comme metteur en scène, parce qu'ils ne voient pas ma mise en scène. Mais j'ai travaillé pendant 4 ou 5 mois à essayer de faire une adaptation américaine du déclin de l'Empire américain. Au bout de 4 ou 5 mois, ça s'est avéré absolument impossible. Donc, je suis retourné avec mon co-scénariste américain voir le vice-président de Paramount. Je lui ai dit, écoutez, c'est impossible, ça va être un film nul. Vaut mieux abandonner l'idée. On s'est serré la main et il m'a dit, et vous voyez qu'eux connaissent le cinéma probablement aussi bien que vous, si vous voulez revenir, il y aura toujours de l'emploi pour quelqu'un qui fait une scène de 25 minutes dans une cuisine avec 4 hommes sans jamais répéter le même plan. Et lui, il l'avait vu. Personne l'a vu. Mais en même temps, j'aime ça parce que ils suivent tellement ce que les personnages disent, les spectateurs sont complètement obnubilés par le propos, ce qui est en fait heureux. Et ils ne voient pas que tourner 5 hommes dans une cuisine qui prépare un coulibiac, dans un espace qui est guère plus grand que ce studio, et ne jamais répéter le même plan, parce qu'il n'y a pas 2 fois le même plan. Il y a toujours des angles différents, il y a toujours la lumière. Et aussi, le déclin de l'Empire américain, c'est un très, très long coucher de soleil. Ça commence, la lumière est éclatante, c'est 3 heures l'après-midi, et ça va jusqu'à la nuit. Donc, dans chaque scène, le directeur photo, qui était Guy Dufault, diminuait l'intensité de la lumière et augmentait les teintes sombres et effaçait les teintes brillantes. Il n'a pas eu un seul prix de photographie dans tous les concours, les Oscars, les machins et tout ça. Heureusement, après, il y a eu Jésus de Montréal, et ça, c'est très facile, c'est spectaculaire. C'est Jésus mort au-dessus de la ville, ce qui est relativement facile à éclairer. Là, il a tout gagné. Alors que le film difficile, c'était celui d'avant, où personne n'a rien vu. La chute de l'Empire américain, votre nouveau film, là, la lumière, elle est frontale. Ouais. On a l'impression que il faut mettre à nu un monde. Ouais. Il y a du crépuscule, bien sûr, mais on a l'impression qu'on est pris à la gorge tout de suite, visuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est un univers de ça aussi. Quand vous êtes dans des grands bureaux, tout en verre, la lumière vient de partout. C'est clair, il n'y a pas d'ombre. Voilà. Il y a quelque chose qui vous avait beaucoup énervé, c'est que quand vous avez présenté Stardom à Cannes, un film que j'aime beaucoup, il y a eu un grand dîner après dans la soirée, et vous dites là où il y avait tout ce qui compte dans le monde du cinéma, et que personne ne vous avait fait la remarque esthétique simple, c'est que comme c'est l'histoire d'une patineuse à glace qui devient connue et qui passe d'émission de télé en émission de télé dans le monde entier, vous aviez trouvé des dispositifs visuels pour les télévisions à Londres, à Paris, à Tokyo, que c'était un enjeu visuel très fort et que personne ne l'avait remarqué, vous en avez parlé. C'est un film où la personne
théoriquement, n'est jamais filmée comme si c'était la réalité. On ne la voit qu'à travers des émissions de télévision. Sa vie entière, sauf la première séquence et la dernière, ce n'est qu'une suite d'émissions de télévision. Ou d'images glanées à la télévision, d'images médiatisées. Et moi, ça m'apparaissait intéressant comme processus et me semblait-il, ça allait provoquer une réflexion. Eh ben non. Personne n'a rien vu. Et dans la fin de l'âge des ténèbres, c'est une peinture. Quand on voit le personnage qui pèle son orange, je crois, c'est pas des pommes. Une pomme qui pèle une pomme, et qu'à la fin vous figez l'image, comme pour marquer une patte, de peintre. Oui, c'est ça. C'est comme les Vermeer, en fait. C'était comme ça. Mais toi, tu fais quoi, au juste? Ma chère, je suis le directeur général de l'Institut universitaire canadien de Rome. Oh. Et ça fait quoi, ça, au juste, le Centre culturel universitaire canadien de Rome? Eh bien, nous sommes un organisme culturel très pointu au service des étudiants universitaires canadiens à Rome. Et il y a combien d'étudiants universitaires canadiens à Rome? Eh bien, un certain nombre. Pourquoi ça t'intéresse? C'est la dilapidation de nos taxes qui nous intéresse. Mais nous sommes une opération tout à fait modeste. Évidemment, le directeur général est obligé d'avoir un appartement de fonction. Piazza Borghese. Vous êtes tous toujours invités en permanence, vous le savez. Et vous n'avez pas été touché par les récentes coupures de budget? Rigoureusement impossible. L'Institut est caché dans le delta du marécage budgétaire des affaires étrangères. Le ministre lui-même n'a aucune idée de notre existence. Mais avec qui il aurait fallu que je couche, moi, pour avoir une job comme ça? Je crains, ma chérie, que ceux avec lesquels moi j'ai couché ne soient restés indifférents à tes appâts, aussi abondants soient-ils. L'abondance à ses amateurs, mon trésor? Pas aux affaires étrangères. Vous êtes sur Fréquence Protestante 100.7 dans l'émission Oblique. Notre invité aujourd'hui est Denis Arcand pour parler de son nouveau film La chute de l'Empire américain. Si on réfléchit bien, le déclin de l'Empire américain et la chute de l'Empire américain, beaucoup de gens ont entendu États-Unis. En fait, c'est Amérique, Canada inclus. Oui, bien sûr. Surtout que nous, on vit à la bordure de l'Empire. On est à côté. Et en plus, on a je passe beaucoup de mois, quand je ne travaille pas, à fuir l'hiver canadien en Floride. Donc, j'habite les États-Unis. J'ai un appartement en Floride au bord de l'eau. Et j'ai une connaissance des États-Unis. C'est presque la moitié de mon pays, si vous voulez. Dans le sens où, quand j'avais 15 ans, on s'entassait dans une Volkswagen à 4 pour aller voir du cinéma à New York, parce qu'on n'avait pas la chance d'en voir à Montréal. Donc, j'ai vu toute la nouvelle vague française, je l'ai vue à New York, au cinéma Le Paris, plutôt que de la voir à Montréal, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est pas un rêve américain, là. C'est quelque chose qui est très commun. Voilà. Que ce soit le prêtre dans Jésus de Montréal qui empêche la pièce de théâtre d'aller jusqu'au bout, que ce soit là justement, on en rit, mais évidemment c'est tragique, cet argent dilapidé. C'est un fait récurrent dans votre cinéma, c'est la haine de la bêtise organisationnelle. Oui, et du gaspillage. C'est ça. Mais le gaspillage, c'est juste... Il y a tellement de gens qui manquent d'argent, il y a tellement de gens couchés par terre dans la rue sur lesquels il pleut que l'Institut culturel canadien de Rome, j'en vois pas vraiment l'utilité. Si on pouvait se servir de cet argent-là autrement, ça me rendrait plus paisible. Vous avez cité l'écrivain José Luis Borges qui disait le Canada, c'est un pays si loin qu'il n'existe pas. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le génie particulier de Borges, si vous voulez. C'est parce qu'on est... Par exemple, toutes les crises migratoires qui secouent l'Europe en ce moment, on peut venir en Europe avec
tout petit rafio, à la limite une chaloupe, on peut traverser la Méditerranée, on peut finir par se rendre aux îles grecques, puis glisser en Grèce, ou passer par Malte, ou par la Sicile, ou on vient à pied par les Balkans, par le Canada, c'est l'Atlantique Nord, vous pourrez pas ramer l'Atlantique Nord. Alors, il y a des gens qui viennent à travers la frontière des États-Unis, on a aussi des problèmes d'immigration, mais ils sont 1000 fois moins compliqué que l'Europe, et c'est toujours ce qui a été c'est qui a à la fois sauvé et c'est à la fois comment on dit, salvation en anglais, là, mais le salut. Ce qui a sauvé le Canada et en même temps sa malédiction, c'est son climat. C'est-à-dire, il y a peu de gens qui veulent émigrer en Sibérie. On va préférer émigrer en Provence ou en Angleterre, ou je sais pas quoi. Alors nous, c'est ça, on est très très loin. Le climat est un des pires au monde. C'est peu peuplé, c'est des forêts, donc ça nous a à la fois sauvés, mais en même temps on vit là, donc voilà. Alors les invasions barbares, c'est évidemment un regard sur la mort, sur l'amitié, sur la compassion. Il y a deux moments, des moments les plus forts pour moi du cinéma des années 90, c'est l'arrivée de Marie-Josée Croze dans le café, que vous filmez deux fois, arriver, c'est un très joli moment de cinéma. C'est comme un ange, un ange de la mort, mais un ange de la mort, ouais, qui débarque, et il y a aussi ce moment-là. Moyen-Âge, les manuscrits, les barbares, partout, demain. Voilà leur prince qui s'approche. Un père parle de son fils en disant « Voici venir le prince des barbares ». Ouais, son fils est un trader à Londres. Il manipule l'argent, il manipule des fortunes. Il n'a rien en commun avec son père. Il n'a à peu près jamais lu de livre. Il s'intéresse à rien de ce à quoi son père s'intéresse. Mais en même temps, c'est son fils. Il l'aime et en même temps, même ce trader aime son père, veut faciliter en fait sa mort. En fait, d'abord essaie de le soigner, et quand on voit que les soins ne réussissent pas, il s'occupe un peu d'orchestrer sa mort. Donc c'est une espèce d'amour à travers une incompréhension fondamentale. C'est une génération que le père ne comprendra jamais, et le fils ne comprendra jamais celle de son père. C'est le passage d'une époque. À un moment, dans les invasions barbares, on voit justement le fils qui frénétique sur des jeux vidéo. Alors, ce film, c'est le passage de témoin entre deux mondes, le monde de la littérature et le monde du divertissement. Le fils, jouer en bourse, c'est aussi du divertissement. Et je crois qu'il y a une séquence où on voit de la poussière sur des étagères de livres, sous-entendu que ce personnage ne lit pas, puisqu'il y a de la poussière. En même temps, vous savez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui disent, des jeunes ou des moins jeunes, qui disaient, mais si Lucrèce aujourd'hui était en vie, il ferait des jeux vidéo et Mozart ferait du rap. Faudrait voir. Je suis pas tout à fait convaincu de ça. C'est parce que le génie, ça n'est pas individuel et ça n'est pas... C'est lié à l'époque. Vous savez, il y avait cette phrase de Saint-Exupéry qui, voyant un enfant comme abandonné dans un train, dit « c'est Mozart assassiné ». Eh ben, ça, j'ai jamais cru à ça. Pour que ce soit Mozart, il faut être très précisément en 1750 en Autriche ou en Allemagne, et qu'il y a eu avant Jean-Sébastien Bach et Handel, et là, il peut y avoir Mozart. Lucrèce, c'est l'Empire romain. Maintenant, il peut pas y avoir Mozart. On vit à une époque où on ne sait pas vers quelle musique on s'en va. Dans mon dernier film, par exemple, dans La chute de l'Empire américain, le musicien qui s'appelle Louis Dufour, un des deux musiciens, il fait ce qui s'appelle, parce qu'on n'a même plus de nom pour ça, ça s'appelle de la musique acousmique. La musique acousmique, c'est de la musique produite avec à la fois des instruments traditionnels, avec des ordinateurs, avec des générateurs d'ondes, avec des appareils dont je ne connais même pas le nom, qui produisent des sons. C'est magnifique, c'est absolument beau, mais c'est une expérimentation continuelle. Donc,
au moment où on se trouve maintenant, on ne sait pas vers quelle musique on va. Mozart, il savait exactement. Jean-Sébastien Bach venait de terminer le clavier bien tempéré. Donc, à partir de ça, quand on écrit en do mineur, c'est ces accords-là, et c'est ça qui a permis l'éclatement de Mozart, le génie absolu de Mozart, parce que les formes étaient réglées avant lui. Là, maintenant, on est dans une période où il n'y a pas de forme. Il faut que chaque musicien invente sa forme. Vous ne pouvez pas avoir de moment classique dans ce cas-là. C'est une longue expérimentation. On va le savoir dans un siècle ou 2 ou 3. Est-ce que vous regrettez le fait d'être né ici? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je sais pas, si vous étiez né à Santa Barbara, en Californie, vous pourriez jouer dans des films à Hollywood. Ou bien si vous étiez né à New York, à Londres, même à Stockholm, vous auriez pu rencontrer une Mark Berman. Enfin, ici, il n'y a pas grand-chose, non? Ouais, c'est un inconvénient, c'est sûr. Mais bon, je peux pas y faire grand-chose. Et puis ça aurait pu être pire, j'aurais pu venir au monde à Burkina Faso. Je ne sais pas ce que vous avez fait à notre psychologue, mais elle a l'air de prétendre ici que vous êtes légèrement plus équilibré que la moyenne des juges de cette cour. Je trouve ça très peu flatteur pour la magistrature. La magistrature dans Jésus de Montréal, c'est vous, Denis Arcand. C'est moi, oui. Il y a beaucoup d'allusions à la religion, même dans la chute de l'Empire américain. Un des moments de transition de l'argent se passe dans un confessionnal. Oui. Votre maman était très religieuse, elle. Oui, elle voulait devenir carmélite. Et vous pensez qu'à contrario, elle disait souvent toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout le temps. C'était un de ses leitmotivs. Et donc, évidemment, vous vous êtes construit contre elle. Oui et non, parce que je suis pas sûr de m'être construit contre elle, parce que son influence était trop grande, finalement. Et la sienne et celle de mon père. Et ils m'ont transmis toute une façon de voir la vie que j'ai adoptée, qui est encore la mienne. La différence, c'est que j'ai perdu la foi, ce qui était leur grand drame à eux, et que j'ai quitté la religion. Mais à part de ça, je me sens souvent proche d'eux, proche de la façon dont ils voyaient la vie. Le personnage dans la chute de l'Empire américain, le personnage de Camille, qui se fait appeler Aspasie, ouais, est une jeune femme très belle, une escort girl, comme on dit, qui cite Racine. Ouais. Et vos personnages féminins sont toujours beaucoup plus complexes qu'on le croit. Elles peuvent être très belles, mais elles sont lettrées. Et à un moment dans le film, elle dit « Ce qu'on ne peut pas expliquer, il vaut mieux ne pas en parler ». Oui, ce qui est la phrase célèbre de Wittgenstein, le Tractatus Logico-Philosophicus. Et il y a un professeur de philosophie que j'ai rencontré dans une librairie à Montréal à la sortie du film. Il m'a dit, vous savez, on cherche la traduction parfaite de l'allemand de cette phrase. Et je ne suis pas étonné que ce soit vous qui avez trouvé probablement la meilleure façon de traduire ça. J'étais très fier de moi. J'entendais il y a quelques jours une traductrice sur RFI qui disait qu'elle avait été obligée de reconsidérer son métier avec l'arrivée de Donald Trump parce qu'elle ne savait pas comment traduire ces grossièretés, si elle devait les traduire bien en français ou si elle devait garder la mauvaise. Oui, et c'est très, 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 très différent. Il y a des choses qui ne se traduisent pas. Votre film, La chute de l'Empire américain, se termine par une postface. C'est une figure de style d'ailleurs très récurrente dans vos films. On croit que c'est fini, oui. Il y a une postface, qui est une figure scénaristique très intéressante, et on voit des gens qui regardent dans la caméra. Ce sont des kidams. C'est comme ça que se terminait Stardom. Votre héroïne aussi regardait dans la caméra. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pour dire maintenant, public, c'est à vous de trier tout ce que je vous ai proposé? Oui, c'est ça. Maintenant, on traverse l'écran. Nous ne sommes plus dans le récit. Pensez à ce que vous venez de voir. Le déclin de l'Empire américain était construit un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la préparation du repas, le repas, et puis le vomi. Oui. C'est-à-dire que les choses explosent. J'ai trouvé qu'il y avait une... Après ça, ouais. Okay. À la toute fin, oui, c'est à la chute. Alors pourquoi est-ce que vous avez dit, j'ai la réponse, hein, mais pourquoi vous avez dit ce texte merveilleux sur « Je déteste Clint Eastwood » ?
Ah, ben ça, c'est parce que c'est la différence de vie entre un réalisateur starisé de Hollywood, qui est par ailleurs un homme charmant, généreux, que tout le monde aime. Mais bon, je peux pas tout raconter le texte ici, mais on avait 2 films. J'avais un film à Cannes, il en avait un la veille, et évidemment, il arrive en avion privé, il reste à l'hôtel du Cap, il ne donne pas de conférence de presse, il présente son film, il repart pour Hollywood, il couche dans un lit sublime dans son avion privé. Et moi, évidemment, je suis dans un vol commercial, je viens à Paris, j'attends ma connexion pour Nice, mes bagages sont perdus, je prends le bus pour me rendre à Cannes, et ma vie est un enfer. Et en plus, ce salaud, quand il rentre à Hollywood, il a le scénario de $1 Million Baby sur sa table qui l'attend et qu'il n'a qu'à tourner. Moi, j'ai rien, il faut que je parte à zéro pour faire après ça, l'âge des ténèbres. Vous étiez au coton. Oui, c'est ça, je suis au coton. T'es épuisé. Merci beaucoup, Denis Arcand. Vous êtes prêt pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission? Absolument, allons-y. Denis Arcand, où étiez-vous le 31 décembre 1999 à 23h59? J'étais chez moi tout simplement à regarder la télévision et à rire des journalistes qui parlaient depuis 3 ans du bug de l'an 2000. Et là, il y avait des types qui étaient à Sydney, en Australie, et on lui disait « Alors, Christophe, comment ça se passe maintenant en Australie? » Parce que ça devait être la fin du monde. Et il disait « Ben voilà, je suis à Sydney, je suis à l'aéroport de Sydney, il y a des avions qui se posent, oui, il fait beau, les gens vont à la plage, il y a des gens qui reviennent de la plage. » Et il se passait rien. Et ça me réjouissait au plus haut point parce que je savais qu'il ne se passerait rien, évidemment. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Je suis un individu radin et comme tous les cinéastes, je suis totalement égoïste et je donne jamais de livres. Ben, je vous en offrirai pas alors. Non, non, vous pouvez m'en donner. Je suis sûr que vous êtes un homme généreux et... Quand vous étiez petit, au couvent des Sœurs, à Deschambault, oui, il y avait un seul livre que tout le monde se partageait. Ce livre s'appelait Sur le double ruban d'acier. Voilà, et je ne l'ai jamais lu parce que j'étais toujours en retard. Mon nom, on se le séparait, il fallait mettre son nom, et puis à la fin de l'année, les noms tombaient à 0, donc je l'ai jamais lu. C'est une histoire qui se passe sur des rails, c'est une histoire de chemin de fer. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, une seule personnalité, une soirée, ce serait qui? Madame de Sévigné. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, vos amours, votre famille, vos animaux domestiques, votre caméra, votre producteur, tout, dans quelle ville demain matin vous vous installez? À condition d'être multimillionnaire à Paris. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous décidiez d'enterrer l'HD en disant ça suffit. Quel est le DVD que vous lui envoyez par la poste pour lui montrer que vous voulez faire un pas vers lui ou vers elle? Je ne suis jamais en conflit avec personne, je l'ai jamais été. Il y a des gens que finalement je méprise. Et comme je les méprise, je veux pas reprendre avec eux, je préfère les oublier. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée, comme ça, en flânant, et tout d'un coup, au détour d'un couloir, vous vous trouvez face à une toile de peinture ou à une photographie, vous marquez un temps d'arrêt et vous dites « mais en fait, c'est moi que je suis en train de regarder ». Non, jamais. Jamais. Quand je vais dans des musées, ou tout ce que j'ai vu dans les musées, c'était extérieur à moi. Je suis plein d'admiration pour ce que je vois, mais moi, non. Mais probablement que les cinéastes sont très prétentieux. Ils prétendent qu'ils sont uniques et c'est pour ça qu'ils font des films. Et ils disent qu'ils ont quelque chose à dire qui est unique. Alors je dois être aussi prétentieux qu'eux tous. Mais vous êtes moins prétentieux que Sidney Pollack, dont vous dites que vous êtes tombé des nues quand vous avez entendu Sidney Pollack dire que tout réalisateur devrait avoir son avion privé. Oui, je sais. Et il m'a volé un rôle dans un film français. Fauteuil d'orchestre, non? Oui, exactement. Je devais jouer dans Fauteuil d'orchestre. La réalisatrice m'avait offert un rôle. Et puis, mon agent a demandé un salaire quelconque pour que j'y vienne. Sidney a dit, non, je vais y aller pour rien à condition que vous trouviez un endroit où stationner mon avion. Alors j'ai perdu, bien sûr, j'avais aucune chance contre lui. Allez, la dernière question. Est-ce que dans les moments où vous devez prendre une vraie décision, la place de la caméra, le choix d'un comédien, est-ce que vous avez un toc
un gris-gris ou un rituel. Marguerite Duras racontait très sérieusement qu'elle ne pouvait se mettre à écrire le matin que si son lit derrière elle était impeccablement fait et que ça c'était devenu un toc. Ah, je fais toujours mon lit le matin, oui, mais c'est pas un véritable toc, mais oui, je ne peux pas commencer sans que le lit soit très bien fait. Donc, je partage ça avec Marguerite Duras, ça me rend très heureux. Merci beaucoup, Denis Arcand. C'était un plaisir d'être ici. La chute de l'Empire américain sort le 20 février. Ah, je vais dire une question maladroite. Est-ce que dans le DVD, il y aura des bonus, des séquences coupées? Ah oui, pas des séquences coupées, parce que en général, c'est très rare que je fais des séquences qu'on coupe. Parce que je suis très économe, je prépare bien mes trucs. Mais oui, il va y avoir, enfin, je sais, j'enregistre quelque chose pendant 2 heures de temps demain pour le DVD. Et est-ce que c'est un hasard ou une nécessité que la boutique de fringues qui est braquée dans votre film soit à l'adresse 6696? C'est presque le nom de la bête. Oui, c'est vrai. La bête. Non, c'est la vraie adresse où on a tourné, mais c'est possible que la bête soit logée là. Mais ce qui est de notre choix, c'est que ça s'appelle la boutique Hollywood. Parce que moi, je voulais appeler ça la boutique, je sais pas quoi, Rodeo Drive. Et puis là, mon directeur artistique a dit non, c'est pas assez connu, ça c'est trop. Appelons ça Hollywood carrément. Allons-y. Merci beaucoup, Denis Arcand. Bienvenue.